Bonjour, nous allons vous présenter le sujet de notre thèse qui porte sur le suivi clinique, hématologique et identification de la fréquence des indications d'un traitement par hydroxyurée chez les patients drépanocytaires dans une ville reculée d'un pays à faibles ressources. Notre plan va se présenter comme suit. Nous allons parler de l'introduction, du but du travail, la méthode, les résultats, discussion, conclusion et perspective. D'entrée en jeu, la drépanocytose, c'est une maladie génétique et héréditaire liée à une anomalie au niveau de l'hémoglobine qui aboutit à la formation d'une hémoglobine anormale qu'on va appeler hémoglobine S. C'est la maladie génétique la plus répandue dans le monde et plus spécifiquement dans les pays d'Afrique subsaharienne où on voit la République démocratique du Congo qui compte à elle seule environ 10 000 à 5 000 naissances par an. Sur le plan clinique, la maladie se présente sous forme de trois complications aiguës qui sont le crise vaso-occlusive, l'anémie chronique et la susceptibilité aux infections. À ces trois signes, il y a d'autres complications aiguës qui sont relativement peu fréquentes. Ce sont le syndrome thoracique aigu, l'accident vasculaire cérébral et les priapismes chez les grands garçons. La prise en charge de cette maladie commence par un dépistage néonatal ou un dépistage précoce dès que possible et le démarrage d'une prophylaxie simple chez tous les patients atteints. Cette prophylaxie simple est constituée généralement de l'acide folique et pénicilline orale et dans les conditions des pays d'Afrique subsaharienne, on y ajoute un vermifuge et un antipaludin. La prise en charge doit être encadrée par une éducation thérapeutique des parents et des patients afin d'éviter les facteurs favorisant les crises. Dès que possible, il faut commencer un traitement de fond à l'hydroxyurée et organiser les suivis médicaux réguliers des patients tout au long de leur vie. En absence d'une telle prise en charge, plus de la moitié d'enfants meurent avant leur 5e anniversaire et malheureusement, c'est la situation qu'on peut voir en République démocratique du Congo, qui est deuxième pays d'Afrique le plus touché, avec une incidence de 1,4% pour les patients homozygotes et 10 à 30% pour les patients hétérozygotes. La République démocratique du Congo possède un programme national de lutte contre la drépanocytose qui malheureusement ne joue pas son rôle normatif par manque de financement. À côté de cette problématique du programme national de lutte contre la drépanocytose, on constate aussi qu'il y a une insuffisance vraiment criante du personnel de santé formé sur la drépanocytose et on y trouve très peu de centres de référence de prise en charge de la drépanocytose, dont la plupart les centres qui existent sont localisés à Kinshasa ou à Lubumbashi. À côté de ces problèmes plus spécifiques de la drépanocytose, on trouve aussi des problèmes communs liés à la santé en République démocratique du Congo, notamment la faible couverture sanitaire et la faible qualité des soins et des services offerts. Pour ce travail, nous nous sommes fixés trois hypothèses de recherche. La première, c'est que l'insuffisance des connaissances au niveau des ménages et au niveau des professionnels de santé constituerait, contribuerait à une morbidité et une mortalité élevée chez les patients atteints. Deuxièmement, l'hydroxyurée n'est pas accessible en République démocratique du Congo et son coût constituerait une barrière au traitement pour les patients. Et enfin, la création d'un centre de prise en charge et l'organisation d'un suivi médical régulier et standardisé est possible et réalisable
et un tel suivi dresserait de conditions pour l'introduction d'un traitement, l'intensification d'un traitement par hydroxyurée. Et donc, nous nous sommes proposés de mener cette étude dans la ville de Mbuji-Mayi, qui est une ville reculée au centre-est de la République démocratique du Congo, avec une population estimée à 2,5 millions et sur une superficie de 135 km². L'objectif général de ce travail est de contribuer à l'amélioration de la prise en charge de la drépanocytose en République démocratique du Congo et plus spécifiquement de façon opérationnelle, évaluer les niveaux de connaissances et des comportements vis-à-vis de la drépanocytose des familles directement concernées ainsi que l'impact de cette maladie dans leur quotidien, évaluer les connaissances et les pratiques de médecins congolais vis-à-vis de la drépanocytose, établir la disponibilité et les coûts moyens de l'hydroxyurée en RDC en vue d'envisager son introduction dans l'arsenal thérapeutique pour les patients congolais. Et enfin, démontrer la faisabilité et l'accessibilité d'un suivi médical standardisé et régulier des enfants drépanocytaires sur base de la création d'un centre de prise en charge dans une ville reculée de la RDC. Pour réaliser cette étude, nous avions mené deux types d'études principalement. Des études de type descriptif au moyen d'un questionnaire et une étude de type prospectif par un suivi médical d'une cohorte de 143 patients drépanocytaires. Et donc, entre juin et août 2016, nous avions mené l'enquête au niveau des ménages pour évaluer leur niveau de connaissances et l'impact de cette maladie dans leur quotidien. Entre avril et septembre 2017, nous avions mené une enquête au niveau des pharmacies pour évaluer les coûts et la disponibilité de l'hydroxyurée en RDC. Et entre juin 2017 et septembre 2018, nous avions mené l'enquête au niveau des médecins pour évaluer leur niveau de connaissances et leurs pratiques vis-à-vis de la maladie. Et de janvier 2017 à décembre 2018, nous avions organisé le suivi médical de patients drépanocytaires et nous avions comparé les données entre la première année et la deuxième année. Quels sont les résultats auxquels nous sommes arrivés? En ce qui concerne l'évaluation des niveaux de connaissances des ménages sur la drépanocytose, nous avions publié l'article dans le journal panafricain de médecine et notre échantillon était de 50 ménages. Les résultats de cette étude montrent clairement qu'il y a un faible niveau de connaissances au niveau des ménages en ce qui concerne la cause de la maladie, les modes de transmission, les complications et les facteurs favorisants. Chaque premier enfant drépanocytaire du ménage faisait une moyenne annuelle de 3 crises vaso-occlusives, 4 épisodes de fièvre, recevait 2 transfusions et était hospitalisé 3 fois. 70% des familles n'avaient pas un revenu mensuel suffisant pour la prise en charge de leur enfant malade et 96% des familles souhaitaient la création d'un centre de référence en Mbuji-Mayi et parmi eux, 94% étaient disponibles à s'y abonner si les coûts annuels étaient inférieurs à $100. Les résultats de cette étude montrent en conclusion que le niveau de connaissances dans les familles concernées par la drépanocytose en Mbuji-Mayi est faible et la création d'un centre de référence est une stratégie qui peut améliorer la prise en charge de la maladie localement. La deuxième enquête porte sur l'évaluation des niveaux de connaissances de médecins congolais. C'est une étude qui a été menée dans 5 villes en RDC et l'étude a été publiée l'année passée dans le Tropical Medicine Disease, Infectious Disease. Et les résultats de cette étude montrent que la plupart des médecins
ont signalé des difficultés à la fois en termes d'options diagnostiques, de prise en charge des patients drépanocytaires, et en plus, cette étude a montré que 85% de médecins n'avaient pas accès aux outils diagnostiques pour la prise en charge des malades. Et donc, en conclusion, pour cette étude, des connaissances insuffisantes sur la drépanocytose et de mauvaises options de diagnostic et de traitement pourraient contribuer certainement à une augmentation de la mortalité de la drépanocytose pour les patients vivant en République démocratique du Congo. La troisième enquête a porté sur l'établissement de la disponibilité et les prix de l'hydroxyurée dans les pharmacies en République démocratique du Congo. Et cette étude a été publiée dans les Annales africaines de médecine. Et les résultats ont montré que l'hydroxyurée n'était disponible plutôt que dans 22 pharmacies 22% des pharmacies qui ont participé à l'étude et beaucoup plus dans les pharmacies qui sont dans les grandes villes que les pharmacies qui sont dans les villes reculées. Les prix de l'hydroxyurée varient entre 10 et 35 dollars avec un prix moyen de 15 dollars. Ce prix est onéreux pour le pouvoir d'achat de la majorité des patients drépanocytaires. Et donc, les conclusions de cette étude ont montré que l'hydroxyurée est à la fois peu disponible dans les pharmacies en RDC et peu accessible financièrement pour beaucoup de patients drépanocytaires. Et enfin, la démonstration de la faisabilité et de l'accessibilité d'un suivi médical régulier des patients drépanocytaires en Mbuji-Mayi. L'étude a commencé en 2016 où j'ai commencé par créer la clinique pédiatrique de Mbuji-Mayi et j'y ai organisé le suivi médical des patients. Ce suivi était scindé en 2 étapes. La première étape, c'était un suivi simple, sans intervention spécifique, sauf la prise en charge des événements aigus, donc des crises vaso-occlusives, des transfusions, des infections. Ça s'est passé en 2017. En 2018, nous avions organisé maintenant un suivi standardisé et régulier des patients. On va voir plus tard dans les diapos qui suivent. Et en 2019, nous avions analysé les données et puis nous avions publié l'article dans un bon journal. On va voir ça un peu plus loin. Et donc, nous avions identifié au début de l'étude en 2017 287 patients et nous avions inclus 251 et 36 étaient exclus de l'étude, dont 12 étaient des patients AS et 24 ont refusé de signer carrément le consentement éclairé. Sur les 251 patients, nous avions eu à la fin de l'année 2017 104 perdus de vue, soit 41%, et 4 décès, soit 1,6%. Et donc, nous sommes restés avec un effectif total de 143 patients drépanocytaires qui ont constitué notre cohorte que nous avions suivi en 2018 et nous avions comparé les données entre 2017 et 2018. La stratégie de mise en œuvre a consisté au conseil et éducation parentaux, la prise en charge et le renforcement de l'adhérence. Ce qu'il faut retenir sur ces diapositives, c'est que la première année, nous avions pris en charge uniquement les événements aigus. Nous avions donné des conseils aux parents, comment identifier les complications aiguës à domicile et les amener directement à l'hôpital. Et pour faciliter ça, nous avions mis en place la gratuité de soins pour tous les patients, ce qui a favorisé l'adhérence au suivi. La deuxième année, nous avions donné des conseils adaptés et spécifiques pour les patients drépanocytaires. Nous avions mis en place une prise en charge globale qui comprend un suivi régulier une fois par mois, plus la réalisation des bilans biologiques et l'administration régulière de l'acide folique, pénicilline orale,
Fansidar et Mebox, qu'on appelle Vermox. Et puis, nous avons mis en place un système de carnet des rendez-vous, la gratuité de soins, le rappel des parents à l'approche des rendez-vous, et puis l'organisation des séances d'écoute pour les patients afin de renforcer leur niveau de connaissances sur la maladie. Les résultats de cette étude ont montré que l'âge moyen de nos patients était de 10 ans, le sexe féminin était représenté à 43% et l'âge moyen au moment du diagnostic était de 2 ans. En comparant les complications aiguës de la maladie entre 2017 et 2018, nous avions vu que en 2017, les patients étaient très gravement malades, faisaient beaucoup de crises, beaucoup de complications et on a assisté à une réduction très significative des complications aiguës de la maladie avec l'application d'un suivi standardisé et régulier. Quand nous comparons les paramètres biologiques, nous constatons qu'il y a eu augmentation du taux d'hémoglobine, ce qui est une augmentation significative, une augmentation du taux de plaquettes et une diminution des globules blancs. La comparaison de l'évolution de la taille de la rate, ce qu'on appelle la splénomégalie, a montré une disparition de la splénomégalie à plus de la moitié des patients à la deuxième année. Nous avions cherché à comprendre s'il y avait un lien entre cette diminution de la taille de la rate et l'augmentation de la taille, l'augmentation du taux de plaquettes. Il n'y avait pas de relation significative. Sur le plan thérapeutique, 94% des patients avaient une indication d'un traitement à l'hydroxyurée. Mais avec l'application d'un suivi standardisé et régulier, on est arrivé à réduire ces indications, ce qui montre que avec des moyens simples, on peut améliorer l'état de santé des enfants drépanocytaires, mais ceci ne dispense pas la nécessité de commencer un traitement par hydroxyurée parce que c'est très capital pour ces enfants drépanocytaires. Et donc, cette étude a été publiée dans le journal BMC Health Service Research. C'est un bon journal avec un bon impact facteur. Sur le plan de la discussion, d'abord, l'évaluation des niveaux de connaissances, en ce qui concerne que ce soit au niveau des familles ou au niveau du professionnel de santé. Plusieurs études réalisées en Afrique subsaharienne ont montré que le niveau de connaissances est faible, que ce soit au Mali, au Togo, au Nigeria. Ces niveaux de connaissances faibles est constaté au niveau des familles et au niveau des professionnels de santé. Et donc, des auteurs que nous avions lus suggèrent que le fait d'inclure les parties prenantes à plusieurs niveaux et l'organisation des formations contribuerait à améliorer la prise en charge de la drépanocytose en Afrique subsaharienne. En ce qui concerne les prix de l'hydroxyurée, là, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été réalisées là-dessus. La seule étude que nous avions trouvée, c'est celle qui est réalisée en Tanzanie. Et donc, ici, ils ont comparé les prix de l'hydroxyurée préparés dans la pharmacie interne de façon galénique dans la pharmacie interne de l'hôpital et les prix de l'hydroxyurée dans les pharmacies externes. Ils ont trouvé que le prix de l'hydroxyurée, quand c'est préparé dans la pharmacie interne, coûtait 0,2 $ par gélule, alors que dans les pharmacies externes, ça coûtait 1 $, soit 5 fois plus élevé. Cette étude a été réalisée entre 2016 et 2018, donc pendant presque la même période que notre étude. Et l'étude a montré que dans 60%, donc dans 3 pharmacies sur 5, l'hydroxyurée n'était pas disponible contre 78% dans notre étude. Et les prix de l'hydroxyurée étaient de 35 $ pour un traitement mensuel, presque le même résultat avec notre étude.
Et donc, cette étude a conclu que l'hydroxyurée est peu disponible et pas abordable, et donc pas accessible pour les patients drépanocytaires en Afrique subsaharienne. En ce qui concerne la faisabilité et l'accessibilité d'un suivi médical des patients drépanocytaires, la première question, ou le premier problème, c'est l'existence des centres de référence. Diallo, déjà en 2018, dans son article réalisé au Mali, il a plaidé sur la nécessité de la mise en place des centres de référence et d'unités de compétences qui est très indispensable pour l'amélioration de la prise en charge des patients drépanocytaires en Afrique subsaharienne. L'OMS, sur son 9e session des comités régional tenue à Brazzaville en 2020, donc l'année passée, a soulevé aussi ces problèmes sur la faible disponibilité des services de prise en charge de la drépanocytose dans les établissements de soins de santé primaires au niveau des zones reculées des pays d'Afrique subsaharienne. Et il a sensibilisé l'OMS, bien sûr, elle a sensibilisé les pays membres à intégrer la prise en charge de la drépanocytose dans les soins de santé primaires. Gyamfi, en 2020, dans son article, il suggère aux pays africains de ne pas inventer la roue. Parce qu'il y a déjà des protocoles de prise en charge qui existent. C'est que, par exemple, nous avions fait dans notre étude, on n'a pas inventé la roue. On s'est basé sur les protocoles qui existent déjà de prise en charge de la drépanocytose. Et donc, Gyamfi suggère aux pays africains de considérer ces protocoles qui sont basés sur les évidences scientifiques et les appliquer en les intégrant dans un contexte africain. Et il s'est basé sur l'étude réalisée au Kenya, publiée en 2019 par Sophie Uyoga. Et cette étude, c'est une étude de prospective d'une cohorte de 128 patients drépanocytaires dépistés en période néonatale et suivis pendant 5 ans. Cette étude a montré une réduction de la mortalité de la drépanocytose et avec réduction des crises vaso-occlusives et des transfusions. Et donc, en conclusion de cette étude, nous disons que le suivi médical est faisable et applicable en Mbuji-Mayi, une ville reculée en République démocratique du Congo, et la prise en charge peut être améliorée avec des moyens simples et disponibles localement. Cette amélioration de la prise en charge consiste à une réduction de la moyenne annuelle des complications aiguës avec une augmentation du taux d'hémoglobine. C'est un tel suivi dresse les conditions d'instauration d'un traitement par hydroxyurée pour les patients peu favorisés. En perspective, nous disons que le dépistage néonatal, beaucoup d'études ont été réalisées et c'est en Afrique, ça n'a pas fonctionné avec les moyens conventionnels qui existent parce que sur les plans techniques, opérationnels, on ne sait pas aller réaliser des électrophorèses un peu partout dans les régions reculées d'Afrique où il n'y a pas, parfois il n'y a pas des routes, pas d'électricité en permanence, pas de réactifs, etc. Et donc, on doit s'adapter au milieu avec l'évolution des tests actuels qui sont sortis. C'est notamment les tests rapides de la drépanocytose. Ici, je parle des cycles scan tests. Il y a aussi Hemotype. Ce sont des tests qui présentent une bonne sensibilité et une bonne spécificité qui avoisine 100%. Une sensibilité qui avoisine 100%. Et ces tests ont déjà montré leur efficacité. Même au niveau des diagnostics néonatals, il y a des articles qui appuient ça. Et donc, la réalisation de ce dépistage néonatal qui nécessite d'être amélioré, mais nous proposons
par contre un dépistage le plus précoce possible. Et ce dépistage peut être couplé avec la vaccination dans les programmes élargis de vaccination. Et donc, on peut dépister les enfants pendant les 3 premiers mois de leur vie avant l'installation des signes de la maladie, ce qui va permettre de démarrer un traitement, une prophylaxie simple à l'acide folique, pénicilline orale, vermifuge, antipaludéen, ce qui réduirait les complications chez ces enfants et réduirait le nombre de décès avant leur 5e anniversaire. Mais aussi, il faut penser à doter le centre de référence de l'appareil de l'isoélectrofocalisation qui est aussi vraiment bien adapté, qui ne demande pas beaucoup de technologie, facile à réaliser pour confirmer le diagnostic après avoir fait le test rapide. Du point de vue de la prise en charge, nous suggérons l'intégration, comme l'OMS souligne là-dessus, de la prise en charge et du suivi des patients drépanocytaires dans les centres de santé qui existaient déjà et donc intégrer cette prise en charge dans les soins de santé primaires. Et si possible, à l'instar de la Tanzanie, recourir à la préparation de l'hydroxyurée au niveau des centres de référence. Mais cette préparation doit être encadrée, vue en rapport avec toutes les spécificités liées à ces produits de l'hydroxyurée. Parce que l'hydroxyurée, avec la température, problème de conservation, etc., dans les milieux tropicaux, c'est un peu compliqué, mais si tout est encadré avec des mesures bien et un bon suivi, et c'est possible. Pour renforcer le suivi des patients, la plupart des patients drépanocytaires dans les pays d'Afrique subsaharienne, ce sont des patients appartenant dont sont issus à cause de la pauvreté, etc. Et donc, organiser la gratuité de soins, du moins pour les patients de moins de 5 ans, est très capital. Ça pourra réduire, contribuer à la réduction de la morbimortalité pendant cette tranche d'âge et au-delà des 5 ans, envisager une politique de mutualité parce que nous avions vu dans notre étude, il y avait 94% des patients, des familles qui étaient prêts à contribuer à s'abonner si à s'abonner pour le soin. Et donc, au-delà des 5 ans, on peut mettre un système de mutualité afin de poursuivre dans le long terme les suivis de ces patients drépanocytaires. Sur le plan de la formation et recherche, nous avions vu que les niveaux de connaissances étaient très faibles, que ce soit au niveau des ménages, au niveau des professionnels de santé. Mais ici, pour les professionnels de santé, il est important d'organiser des formations post-universitaires, comme on le fait avec le VIH, comme on le fait avec le paludisme, la tuberculose, etc. Et pour ça, il est nécessaire de penser à un jumelage de programmes. Par exemple, le programme national de lutte contre la drépanocytose et le programme national de lutte contre le paludisme, ce qui ferait que quand on donne des formations pour le paludisme, on y insère aussi des modules sur la drépanocytose. Parce que la drépanocytose et le paludisme sont très liés, je pense que ce serait une bonne idée. Une telle étude avec un suivi des patients vraiment dans le pratique, dans le réel, est nécessaire et nécessite d'être étendue dans d'autres pays, dans d'autres régions de la RDC et pourquoi pas dans d'autres régions de l'Afrique subsaharienne afin d'avoir la vraie épidémiologie de la maladie. Parce qu'à notre niveau, ce que nous avons actuellement comme épidémiologie de la drépanocytose en Afrique subsaharienne serait la partie visible de l'iceberg, parce que la plupart des études qui sont publiées avec des incidences sur la drépanocytose sont des études réalisées dans les grandes villes des pays d'Afrique subsaharienne. On ne connaît pas grand-chose sur les villes reculées. Et donc, mener ce genre d'études dans les régions reculées de ces pays, ça va donner la vraie épidémiologie de la maladie. Au niveau de la communauté, il est important d'encadrer les associations de soutien
aux patients drépanocytaires, d'encadrer les associations des patients drépanocytaires afin de renforcer le plaidoyer au niveau du pouvoir public pour que les décideurs s'intéressent aussi à cette pathologie qui est aussi plus importante, plus dégradante, au même titre que les autres pathologies qui sont en train de sévir dans nos pays d'Afrique subsaharienne. Voilà, mesdames, messieurs, ceci est l'essentiel de notre présentation. Nous vous disons merci pour votre attention. Si vous avez des remarques et des questions, posez-les dans les commentaires. Nous allons répondre. Merci beaucoup. Bye.